Bonjour et bienvenue pour ce page à page très attendu consacré au Spider-Man de Roger Stern, Roger Stern, scénariste phare des années 80 chez Marvel, qui a clairement modernisé Spider-Man. Vous le savez, à chaque époque, le Spider-Man ainsi que l'ensemble des super-héros ont été modernisés puisqu'il fallait coller avec son temps et que le dessin changeait, la narration changeait, puis les goûts changeaient tout simplement. Et c'est la force des comics, c'est de nous proposer chaque décennie des versions contemporaines des comics qu'on aime. Il est massif, il est énorme, il est gigantesque. C'est une période que je connais très mal. C'est une période que j'ai dû picorer dans les années 80, dans les pages de Strange, mais je n'ai pas un souvenir de folie de cette époque, puisque j'étais jeune et que les souvenirs sont flous. Au dessin, on va retrouver du John Romita Jr., du John Byrne et du Rick Leonardi, mais plein d'autres artistes. Ils ont mis les noms qu'on connaissait, qui sont restés et qui ont traversé les époques. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de talent. A priori, si je ne me trompe pas, ça reprend donc des épisodes assez différents. Il y a une première époque avec les épisodes de Spectacular Spider-Man, 43 à 61, puis 85. Et après, il y a les épisodes de Amazing Spider-Man, 206, et ainsi que 224 à 252. Et deux annuals, le 16 et le 17. Donc il y a tous ces épisodes. C'est un beau bébé, comme vous pouvez le voir. C'est un bel omnibus. Il faut savoir qu'il y a combien? Il y a 3 omnibus Spider-Man qui sortent ce mois-ci, et parce qu'il y a le film qui arrive, la deuxième partie de Spider-Man New Generation, qui s'appelle Across the Spider-Verse. Le premier s'appelait Into the Spider-Verse en anglais. Et donc il y a une actualité Spider-Man, donc beaucoup de sorties Spider-Man, même si celui-là n'a pas beaucoup de rapport avec le film qui sortira. Donc a priori, si je comprends bien, Roger Stern a d'abord travaillé sur la série Spectacular Spider-Man. Je vais vérifier Spectacular Spider-Man 1980, et on va regarder quand Amazing Spider-Man 1982. Donc je pense que c'est ça. D'abord, il s'est fait connaître sur la série secondaire Spectacular Spider-Man. Alors aux États-Unis, il y a une tradition, vous le savez, il y a la série principale. Donc aux États-Unis, c'est Amazing Spider-Man. Et à côté, il y a plein d'autres séries, et il y en a eu plein. Il y a eu Peter Parker Spider-Man, il y a eu Spectacular Spider-Man, il y a eu Peter Parker The Spectacular Spider-Man, il y a eu Web Spider-Man, il y en a eu plein, des séries. Et donc la série principale, c'est Amazing, et l'autre série, c'est Spectacular, que nous allons voir ici. On commence avec l'épisode 43, qui est dessiné par Mike Zeck. Et on commence par Mike Zeck, le dessinateur, vous le savez, de la saga de Craven. Alors, on n'est pas encore sur du Mike Zeck époque Craven, mais son Spider-Man est cool. Avec un bel ancrage. Donc voilà. Donc là, on est vraiment, si je me réfère à ce qui se dit, on est en 1980. Donc on sort clairement des années 70, comme on l'a dit, juin 1980. Donc il y a encore des petits relents graphiques des années 70, et vous allez voir, au fil des épisodes, le dessin va évoluer dès le deuxième épisode, puisque, regardez, Monsieur John Byrne. Alors, c'est du John Byrne années 80, et il n'y a pas que John Byrne. Donc, John Byrne, début 80, normalement, il est déjà sur les X-Men, où on passe de lettres. Et donc, c'est un John Byrne un peu différent, clairement. Mais il n'est pas tout seul. Ensuite, on arrive sur un épisode. Alors, du coup, ils ont mis l'épisode suivant, mais qui n'est pas... qui est de Marv Wolfman et de Steve Leiala. Donc pour qu'on ait une continuité scénaristique, ils ont mis des épisodes qui n'étaient pas de Roger Stern, mais voilà, parce que et donc ça, ça fait vachement penser au dessin animé. Mais il commence à y avoir des pauses sympas, le côté swinging Spider-Man. On est au début des années 80. On est quasiment 10 ans avant l'avènement de Todd McFarlane et Eric Larsen, et le comics est en évolution totale, et donc il faut vraiment s'adapter. Roger Stern revient, c'est Marie Séverin qui dessine, donc il y a vraiment une ribambelle, j'ai envie de dire, de dessinateurs et dessinatrices assez étonnant. Et c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce côté, j'aime bien ces comics, et je suis content de les avoir parce que je ne les avais pas du tout. Mike Zeck revient au dessin. Mike Zeck qui a... Alors je pense que Marvel, vous savez, ça a toujours fonctionné de la même façon. Il y a toujours eu plein de dessinateurs, et on leur demandait un peu de dessiner comme les autres. Donc il y avait, je me souviens avoir vu dans les pages de Strange ou Spécial Strange il y a 30 ans, les pages qu'on envoie
à tous les dessinateurs, il faut coller à ça, c'est ça le look de Peter Parker, c'est ça le look de Spider-Man, il faut que ça colle. Et donc du coup, pour avoir une forme d'unité graphique, à l'époque, les dessinateurs n'étaient pas starisés comme aujourd'hui, et donc il fallait que ça ressemble à Spider-Man. On se foutait un peu de savoir qui dessine, et les talents étaient un peu secondaires. Les dessinateurs ont toujours été un peu secondaires, jusqu'au milieu des années 80, puis années 90, où ils ont pris le pouvoir, et ça c'est tant mieux. Donc là, on se retrouve sur ces épisodes. Alors, à l'époque, Spider-Man vit des aventures très terre à terre, hein, et ça se passe à New York, c'est les aventures de Peter Parker, photojournaliste un peu fauché, qui un peu loser, qui a beaucoup d'humour et d'assurance quand il est en Spider-Man, mais qui est beaucoup plus timide et réservé quand il est en Peter Parker, sur le modèle de Superman, de ce Superman avec ses lunettes un peu neuneux dans le premier film de Richard Donner. C'est des choses qui se ressemblent beaucoup, et donc, il galère, il n'a pas forcément de sous, il n'a pas forcément de trucs. Et c'est ce qui a plu, hein, c'est le côté, ça ressemble à la vie des gens, quoi. Et donc, du coup, ce Spider-Man vit des aventures assez classiques, dans le sens où il s'occupe de sa tante, mais il y a une petite menace, il s'en occupe, il y a des voleurs, il les arrête, il y a une espèce de super-héros de 3e ou 4e zone qui apparaît, il s'en occupe, etc. Donc, c'était assez... c'était le classicisme de l'époque, c'est ce que le public demandait, et ça en fait son charme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si on nous racontait ce type d'histoire, eh bien on dirait oh là là, qu'est-ce que c'est que ça. Donc les aventures ont vraiment pris une dimension étonnante au fil de ces années 80, et c'est dans les années 80 qu'il y a eu cette mue, parce que vous le savez, au milieu des années 80 chez DC Comics, il y a eu Dark Knight Returns, il y a eu Watchmen bien entendu. Il y a eu Batman Year One, il y a eu ces récits qui ont modernisé clairement les comics. Regardez ce très très beau dessin. Couverture de Frank Miller, excusez du peu, alors c'est le Frank Miller du début des années 80, hein, on n'est pas sur le même Frank Miller, et John Romita Jr., déjà début des années 80. Alors c'est pas le même, clairement, on fait une pause. John Romita Jr., il a fait du Spider-Man au début des années 80, il a fait du Spider-Man au milieu des années 80, il a fait du Spider-Man dans les années 90, il a fait du Spider-Man dans les années 2000 avec Straczynski. Et là maintenant, il refait du Spider-Man parce que c'est lui qui dessine la nouvelle série de Zeb Wells. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait 40 ans qu'il dessine du Spider-Man, avec son style a clairement évolué. Alors là, c'est un style très proche de celui de son père. C'est John Romita Jr., hein, on est d'accord, hein, John Romita Jr. Et je crois qu'il y a un épisode après, parce que j'ai feuilleté l'album, bien entendu, je vous ai pas attendu. J'étais curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a un épisode ancré par le père. Mysterio qui arrive à la fin. Ce plan, on l'a vu 100 fois. Ça au Magneto, comme ça, avec les bras en avant. On adore. Donc voilà. Donc là, on est sur la Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, d'ailleurs. La série s'appelle comme ça. Frank Miller à la couverture. Et pareil, là, c'est Marie Séverin. Donc, là, il y a des aliens. Une menace alien. Des aliens qu'on ne reverra jamais. Et Spider-Man qui... c'est drôle ça, pour montrer le mouvement, de mettre plusieurs Spider-Man. Je trouve ça super cool, quoi. À moins qu'il y en ait plusieurs. Non, ouais, il y en a plusieurs. Je découvre l'histoire avec vous, hein, je vous le dis. Hein, ce sont des épisodes que je ne connais pas. La couverture de Frank Miller est folle. Là, on commence à voir les prémices d'un Frank Miller qui est sur Daredevil, là. Rick Leonardi. Alors pareil, dans un style très classique, dans un style très années 80, alors que Rick Leonardi, il va exploser après sur les X-Men. Et sur Spider-Man 2099, il y a un Spider-Man 2099 qui arrive dans 2 semaines, hein, en omnibus. Il ne faudra absolument pas le rater, celui-là. Et il va vous séduire et il va vous régaler. Je crois que là, on est sur du Jim Mooney au dessin, avec Frank Springer à l'ancrage. C'est drôle de voir ces artistes. Que sont devenus? Moi, je me pose toujours la question quand je parcours des omnibus ou quand je regarde des comics des années 80. Que sont devenus ces gens? Alors, peut-être que certains ne sont plus là, malheureusement. Mais quelqu'un qui était un peu star dans les années 80, et ben aujourd'hui, en sachant qu'il n'y a pas de droit d'auteur, que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'ils ont comme retraite? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme carrière après? Est-ce qu'ils ont travaillé pour le cinéma? Est-ce qu'ils ont fait du storyboard? Est-ce qu'ils ont travaillé pour l'industrie du jeu vidéo? Est-ce qu'ils ont travaillé pour la publicité? Quand on dessine, on peut tout faire, bien sûr. Mais je trouve toujours étonnant de se poser la question de savoir ce que deviennent les artistes qu'on aime. Frank Miller à la couverture.
Luke McDonnell. Bah voilà, Luke McDonnell, qui a un style de dessin assez classique pour l'époque. Voilà, et ben il fait quoi, Luke McDonnell? Il est devenu quoi? Voilà, de quoi vit-il? Que vit-il? Est-ce qu'il vit de sa... Honnêtement, j'avais jamais entendu ce nom, et pourtant je lis des comics depuis 40 ans. Donc, je suis un peu moins de 40 ans. Frank Miller à la couverture toujours, et dessin Jim Shooter. Il dessinait Jim Shooter? Ah bah alors là, voilà, je viens d'enlever mon masque, hein, vous pensiez que j'étais un expert en comics. Eh bien non, je suis juste un mec qui découvre des choses comme tout le monde, parce qu'il c'est tellement riche les comics, on en découvre tous les jours. Ben, Jim Shooter, il faisait le découpage. Je ne savais pas, je pensais que c'était un scénariste et éditeur. Eh bien, il est surtout connu en tant qu'éditeur. Eh bien, il a fait aussi du dessin, voilà. Mais c'est une grande tradition de mettre des scénaristes ou dessinateurs à des postes éditoriaux, hein. Regardez, aux États-Unis, Jim Lee vient d'être nommé président de DC Comics, President, en plus de CCO, CIO, CCO, CCFOFO. John Byrne revient, couverture de John Byrne et donc dessin de John Byrne. Alors voilà, ben, c'est pas le John Byrne. Ah, il y a des choses, hein, il y a certaines rondeurs. Alors, qui est à l'ancrage? Vince Coletta. John Byrne, on sait, ça peut bouger beaucoup d'un encreur à l'autre. Alors, on voit la rondeur de John Byrne, la rondeur de son trait. Mais il refera des épisodes dans les années 90 oui, 90, parce qu'après il arrête de dessiner. Ce sera le John Byrne qu'on connaît après, hein. Pareil, donc couverture de Bob Viacek. Jim Mooney au dessin. Hop, donc voilà, des épisodes cultes avec des sagas. Enfin, à l'époque, chaque épisode se lisait avec plaisir, hein, il faut le dire. Hein. C'était des épisodes, couverture de Frank Miller. Alors, elle a été ressortie, cette couverture, hein, on l'a revue récemment, hein, ils l'ont ressortie pour un autre bouquin. Scarabée Man, John Rousseau. Voilà, donc on va avancer un peu parce que j'ai fait même pas un tiers en 10 minutes. On va avancer un petit peu. Je voudrais arriver sur les épisodes de Amazing Spider-Man. Hop. Alors, hop, on va prendre ça. Je regarde si ça a commencé avant, Amazing Spider-Man. Oui, ça a commencé avant. Mais on va commencer avec le 227. On fait un saut dans le temps. John Romita Jr. au dessin et Jim Mooney. Et donc là, regardez, John Romita, il dessine plus du tout comme ça. Là, c'est du John Romita Jr. qui dessine comme du John Romita Senior. Ça, c'est super beau. C'est super beau. Est-ce que c'est Félicia Hardy, ça? La chatte noire, ouais, c'est Félicia Hardy avec ses cheveux magnifiques. Ses très beaux cheveux. Donc, la Black Cat. Alors là, on commence à monter clairement en gamme. Oh, il lui met... il manque une case, là. Hein, parce que... Ah oui, voilà. Ok, il manque des traits de mouvement. Voilà. Donc Rick Leonardi au dessin. Donc Rick Leonardi qui deviendra un dessinateur que j'adore. Ces épisodes sur les X-Men, j'adore. Et sur Spider-Man 2099, c'est fabuleux. Là, il est un dessin en rondeur, mais on sent qu'il y a du style. Après, il s'affirmera graphiquement avec un style que j'adore. Et voilà, en fait, c'est souvent ça, les dessinateurs, ils commencent avec un style. Même si vous regardez les premiers épisodes de Todd McFarlane, ils sont déjà révolutionnaires, mais ça reste encore un tout petit peu ancré dans les années 80. Classique, d'abord parce qu'il n'avait pas encore le niveau qu'il atteindra, et en plus parce que je pense qu'on le bridait. C'est-à-dire que s'il essayait de sortir un peu trop des cases, et Spider-Man, il est clairement sorti des cases, on le bridait, le Juggernaut. Là, ça commence à être très très beau. Là, on sent qu'on arrive au milieu des années 80 et que le dessin prend de plus en plus d'envergure. Vous voyez. Alors là, il y a Juggernaut, le fléau sur 2 numéros, quoi. Carrément. On ne se refuse rien. Non, avec des plans comme ça, là, avec des plans, avec des ombres et des machins, clairement, le dessin s'affirme et c'est super. Donc, John Romita Jr., il est là et il est tout simplement... son dessin grandit et Spider-Man avec lui. Et on peut imaginer que les ventes à l'époque étaient elles aussi... Ça, ce plan est génial. Avec la main comme ça... je fais les bruitages. Hein. John Romita Jr., donc Roger Stern au scénario. Donc voilà, c'est un véritable auteur qui a marqué une époque. Je me souviens de ça. La tarentule, ça je m'en souviens de cette époque. Voilà, quand même, des pages qui me rappellent quelque chose. La tarentule, c'est ça? Spider-Man, il y a de l'écho, Tarentule, exactement. Oh là là, ça c'était dans Strange, je m'en souviens. Ah ben dis donc. Et alors là, ça y est, ça commence à... Le dessin de John Romita Jr. commence à se
à se Jack Kirbysé. Il commence à se Jack Kirbysé. Puisque on commence à avoir des angles, un côté un peu anguleux. Et après, vous le savez, il va vraiment grandir. Alors, je me souviens pas de la tarentule transformée en tarentule, enfin en araignée, mais ça c'est chouette. Non, graphiquement, et vous voyez l'évolution là en quelques mois entre le début et ça, on va faire un petit saut dans le temps encore. Oh là, il y a Photon, donc là celui-là on va le regarder parce que moi j'adore le personnage de Photon. C'est un personnage que... Oh là, ce costume, Captain Marvel à l'époque. Elle s'appelait Captain Marvel, bien sûr. C'est épisode dessiné par John Romita Jr. et John Romita Sr. Voilà, alors là, on fera pas mieux. Bam. Moi, je suis tellement fan de John Romita Sr. Quand j'étais enfant, je l'appelais John Romita Jr., je l'appelais John Rominata. Je ne sais pas pourquoi. Et Galactus, je l'appelais Galacticus, parce que je devais lire trop vite le truc. Mais je dis ça, j'avais 10 ans. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau avec Iron Man et tout. Super chouette. L'association du père et du fils, c'est étonnant. Ah, les amours compliqués de Peter Parker, Mary Jane Watson, magnifique. Oh là là, quelle émotion. Ah, et puis le Daily Bugle. Alors j'aimais beaucoup ces pages dans les années 80 où on nous montrait un plan de découpe du Baxter Building, du Daily Bugle, de comment ça marche, qui sont les personnages, leur pouvoir. Je trouvais ça super. Et donc là, encore un épisode ancré par John Romita Sr. Voilà, superbe épisode. Avec le super... Je me souviens de ça. Waouh. Ouais, j'ai les vieux souvenirs. Hein. C'était vraiment les années 80. J'avais 10-11 ans. C'était le début de ma passion. Alors moi, j'étais peut-être un peu moins attiré par Spider-Man, que j'ai appris à aimer et découvrir plus tard. En fait, Spider-Man, mon histoire avec Spider-Man, c'est que je l'ai lu un peu dans les années 80-90. Il y a eu Todd McFarlane, Eric Larsen, vous savez, c'était ses albums chez Semic. Là, j'ai eu une claque totale. Et puis après, j'ai décroché complètement avec la saga du clone et tout ça. En fait, je ne les ai pas lus à l'époque. Je les ai lus, redécouverts quand c'est sorti en omnibus. Et j'ai vraiment redécouvert Spider-Man avec Ultimate Spider-Man au début des années 2000 et la série de Straczynski, donc la série Amazing Spider-Man, avec le retour de John Romita Jr. Et là, depuis plus de 20 ans maintenant, je suis complètement addict de Spider-Man. Donc j'ai vraiment eu 2 périodes. Oh là là, comme ce que c'est beau ça. Ça c'est, voilà, incroyable. Ah, là, ça commence à ressembler à du... Regardez, là, ça... Oh là là, ce Spider-Man. Et le mec qui a ses planches originales. Et puis avec Mary Jane, la Mary Jane de John Romita. Alors là, c'est pas le père qui encre. Hein. C'est... oh putain, ce plan-là. Non, alors là, ça tabac. En fait, c'est une révolution. Entre les premières pages et ça, il se passe quelque chose d'incroyable. Bon, alors, Romita Junior, il a un encreur différent à chaque numéro. Là, c'est un peu moins bien en ancrage. Parce que le dessin est un peu moins chouette. En fait, les encreurs ont une énorme responsabilité aux États-Unis parce qu'ils peuvent... oh là là, alors ça, c'est du pur John Romita Jr. Là, on arrive vraiment... on va regarder l'épisode 243, il date de quand? Hop, allez, on refait un saut dans le temps et après, on va conclure. Le 243, 243, il est là, 1983. Il s'est passé 3 ans. Eh ben, son dessin a évolué et alors là, ça devient exceptionnel. Ça devient tout bonnement exceptionnel. Oh là, quel plaisir, les amis. Honnêtement, je dois vous le dire, je suis fan. Je suis fan de ces épisodes. Je suis fan de ces... Là, c'est John Romita et Klaus Johnson. Voilà, encore un ancrage différent. Alors, Klaus Johnson, il a un ancrage très Frank Miller et ça donne une tonalité particulière aux pages et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est bien, ça montre, ça permet de voir le travail des encreurs parce que les crayonnés sont les mêmes à la base. Voilà, encore un encreur différent. Donc là, c'est encore très différent, même si c'est le même dessinateur. Hop, on avance un peu dans le temps. Hop, ça c'est très joli. John Romita Senior, voilà, celui-là on va le regarder parce que c'est John Romita Senior. Et puis il reste encore pas mal de pages. Hein. On voulait faire des pages à pages plus courts, mais quand les omnibus font autant de pages, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, on se prive d'un vrai plaisir, en fait, ça c'est joli. Ça, qui dessine, là? C'est marrant, on dirait... Ron Friends et Terry Austin. Alors, Terry Austin, c'est marrant, c'est l'encreur de John Byrne. Et là, c'est Al Milgrom qui dessine. Al Milgrom qui a fait beaucoup d'ancrage et qui a pas mal dessiné et qui a fait les Vengeurs de la Côte Ouest, les West Coast Avengers devenus Avengers West Coast. Hop,
Roger Stern, Bill Mantlo. Alors là, je ne connais pas le dessinateur. Hop. Donc voilà, donc là, a priori, ça, ce serait pas du... Ça ressemble à... Non, écoutez, on va avancer. Là, on est sur le retour de John Romita Jr. avec Dan Green, un duo qui a très très bien marché. Donc là, on arrive vraiment au milieu des années 80 avec... c'était déjà hyper moderne, hein, c'était hyper frais. Alors, il faisait du running, il faisait du jogging, il faisait du... Hein, parce que c'était la mode dans les années 80, avec le Kingpin qui est toujours là et avec des épisodes absolument magnifiques. On va se diriger vers la fin de l'album, on va aller regarder si... Ah, costume noir, ah bah oui, belle. Et donc il y a l'épisode... donc là, à la fin de l'épisode 251, il rentre là-dedans et donc il y a les guerres secrètes et après il revient. Et quand il revient, il sort du trou et hop, il a son costume noir. Et ça, pour ça, il faut lire les guerres secrètes. Voilà. Et donc le costume. Ah voilà, c'est ça. J'adore genre les bureaux. J'aimais beaucoup le... Oh, il y a un album là, super. C'est les bonus, tout simplement. L'appartement de Peter Parker, voilà, ça c'est les bonus. Les bonus qu'on avait à l'époque, génial, avec tous des personnages, c'est pas vraiment des fiches de personnages. Là, on a des pages ancrées, on a des couvertures. Ça, c'est les essais de costumes noirs. Les essais de costumes noirs. John Byrne. Ça, c'était un magazine publié par Marvel avec des couvertures. Voilà. Et donc là, on a ce dessin de John Romita Jr. avant, avec son style d'avant, avec son style où il se cherchait, on va dire. Voilà, hop, on va mettre ça comme ça. C'est un beau bébé, hein, c'est un bel omnibus. Voilà, on a fait 21 minutes. Ah, tant pis pour vous, mais bon, vous avez le temps de regarder la vidéo qui revient à la télé. Cet omnibus, il est magnifique et je suis très content d'avoir redécouvert certaines pages, pas beaucoup, et surtout découvert énormément de pages, puisque je connaissais très très mal cette période parce que j'étais tout petit, j'étais frisé. J'étais tout petit, j'étais mignon comme tout. Voilà. Cet omnibus est disponible évidemment en lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite évidemment à y jeter un œil si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, je l'ai dit. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, la commenter et vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez mettre un petit pouce ou un petit like, un petit ce que vous voulez. En tout cas, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Salut.